Ils sont à la tête de très grandes sociétés, dirigent des milliers de collaborateurs, brassent des millions d'euros, parfois même des milliards, et surtout, ils construisent. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre des plus grands dirigeants et dirigeantes du BTP, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, industriels ou maîtres d'œuvre. Je suis Fabien Renoux, rédacteur en chef du Moniteur, et ensemble, nous allons essayer de mieux comprendre les enjeux de ces grands patrons, de décrypter leur stratégie et d'appréhender leur vision. Bref, je vous propose de nous plonger dans la tête de ces décideurs, de mieux saisir ce qu'ils ont dans le casque, leur casque de chantier évidemment. Cet épisode est consacré à la SGP, l'un des plus grands maîtres d'ouvrage français en termes d'infrastructure. Jean-François Montels, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de la SGP. Merci de m'accueillir ici dans votre siège à Saint-Denis, à 2 pas du Stade de France. Votre parole est très rare et je suis ravi que vous ayez accepté de vous exprimer de vive voix à ce micro. La SGP, c'était la Société du Grand Paris, c'est désormais la Société des Grands Projets. Un changement de nom sans changement de sigle, car si l'entreprise demeure, ses missions évoluent. Nous allons successivement revenir sur le projet de Grand Paris Express, dont les chantiers battent leur plein, mais aussi évoquer les services express régionaux métropolitains, les SERM, qui sont appelés à se déployer dans les grandes métropoles régionales. Alors, première concrétisation du Grand Paris Express, le prolongement de la ligne 14 du métro, au nord vers Saint-Denis-Pleyel, au sud jusqu'à Orly, a été ouvert il y a un peu plus d'un an, pile à l'heure pour les JO. Quels enseignements tirez-vous de cette réussite ? D'abord la fierté, évidemment, d'avoir été, comme vous l'avez dit, pile à l'heure pour les JO. C'était un engagement, il était très important. Chacun connaît la réussite, notamment en matière de transport public, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ensuite, on en tire tout un tas d'enseignements. Je pourrais même commencer par vous dire que pour une société comme la nôtre, un établissement comme le nôtre, le retour d'expérience n'est pas un luxe. Nous devons en permanence travailler sur ce que nous avons fait, pour essayer de progresser sur ce que nous avons à faire. Donc vous imaginez bien que la mise en service des prolongements de la ligne 14 nous sert aujourd'hui de manière intense de retour d'expérience pour savoir comment on peut s'améliorer, comment on peut continuer, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qu'il faut garder ? Il y a énormément de choses. Évidemment, ce qu'il faut garder, c'est l'élan. Commençons par ça, puisque c'est bien ce qui a caractérisé la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. L'élan collectif, mot combien important dans un travail tel que le nôtre et sur un sujet de maîtrise d'ouvrage. Mais ensuite, il y a un nombre incroyable de sujets techniques qui nous amènent encore aujourd'hui à nous dire faut qu'on modifie telle ou telle façon d'agir, il faut qu'on insiste sur tel ou tel aspect, ou au contraire, il faut qu'on renforce les intuitions qu'on avait eues et qui nous ont permis d'arriver à l'heure. Alors, l'une des particularités de ce prolongement, au sud en tout cas, c'était la maîtrise d'ouvrage déléguée à la RATP. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cette exception ? Alors d'abord, n'oublions pas que c'était un prolongement. Ensuite, il faut préciser qu'il y a eu aussi une autre partie de partenariat avec ADP sur la gare d'Orly. Il y a eu un partage qui a été fait qui correspondait avant toute chose à la nécessité d'aller au plus pragmatique et au plus opérationnel. C'est toujours ce que les maîtres d'ouvrage ont en tête, que ce soit ADP, RATP ou nous. Donc comment est-ce qu'on partage les choses de manière opérationnelle ? Sur une ligne en prolongement, le lien avec RATP qui l'entretient et qui l'opère, il est de toute façon incontournable. Par ailleurs, c'est des maîtrises d'ouvrage magnifiques qui connaissent bien leur travail, qui connaissent particulièrement bien cette ligne-là. Je rappelle, c'est intéressant de le rappeler ici, que la ligne 14, c'est la dernière ligne toute neuve qu'on met en service depuis 30 ans. On va en mettre en service un peu plus que ça dans quelques mois maintenant, mais ça veut dire aussi que la compétence de la RATP, elle n'est plus à démontrer et elle était tout à fait utile et indispensable là-dessus. Simplement, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que nous étions, en maîtrise d'ouvrage directe sur la gare ô combien importante aussi de Saint-Denis-Pleyel, sur celle de Villejuif-Gustave-Roussy, ADP, Aéroport de Paris, sur la sienne, pourrait-on dire, à Orly. Et puis la RATP s'est effectivement occupée de toute la partie sud en coopération avec nous. Nous y avons d'ailleurs ajouté un certain nombre de points en tant que maître d'ouvrage qui le déléguait à la RATP, à commencer par notre modèle financier qui a été un des gages de la réussite. Alors, à contrario, vous avez annoncé des retards sur la livraison de la ligne 15 Sud qui devrait donc intervenir fin 2026. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que ce n'est pas le génie civil qui a pris trop de temps, ce ne sont pas les équipements techniques qui sont défaillants ou le matériel roulant qui ne fonctionne pas. C'est le système informatique qui pose des difficultés. Et qu'est-ce que cela peut nous dire de ce qu'est une infrastructure de mobilité aujourd'hui ? Vous avez raison de le souligner, même si, comme toujours dans ces cas-là, les choses sont forcément plus compliquées, c'est-à-dire que les systèmes sont le cœur des sujets que nous avons devant nous, effectivement.
les essais en particulier, parce que c'est de ça qu'on parle. Ça n'existe pas si nous n'avons pas mis en place, on ne peut pas mettre en place des systèmes qui fonctionnent si on n'a pas mis en place un génie civil et un aménagement qui fonctionne également parfaitement, qui est parfaitement adapté, qui correspond aux spécifications dont on a besoin pour que les systèmes fonctionnent. Donc, retenons quand même au départ que les choses sont étroitement liées. Imbriquées les unes aux autres. Évidemment imbriquées. Mais dans votre question, il y a aussi ce que l'on peut dire finalement d'une idée que j'aime bien, qui est l'équilibre qu'on doit trouver entre la recherche d'une ambition d'innovation, y compris technologique, qui est immense, et la rapidité d'exécution et de la mise en service. Moi, j'estime que quand il s'agit de démontrer l'excellence de notre pays dans ce type de travaux et dans ce type de sujets, la mobilité du quotidien, la décarbonation des transports, nous ne sommes jamais trop ambitieux. Donc nous l'avons été. Ceux qui ont conçu ce projet ont été dès le départ d'une immense ambition. Il y avait une immense ambition politique, chacun s'en souvient, mais il y a eu aussi d'énormes ambitions techniques. C'est ça qu'il faut que nous traduisions maintenant. Et je pense que ce que cela montre aussi des systèmes de transport aujourd'hui et des grandes infrastructures, c'est qu'il faut non seulement faire avec son temps, mais aussi sans doute anticiper énormément de choses. N'oubliez jamais que quand vous commencez à travailler sur une infrastructure de ce type, vous allez la mettre en service entre 15 et 20 ans plus tard. Donc vous avez vraiment intérêt à être extrêmement ambitieux, y compris du point de vue technologique, quand vous y réfléchissez au début. Ensuite, il faut tenir ce rythme, et c'est à ça que nous sommes confrontés aussi. Donc, il faut remplir cette immense ambition, mais qui fera notre fierté, soyez-en sûrs. Par la suite, par ricochet, je veux dire, les lignes 16 et 17 seront elles aussi retardées de 6 mois. Est-ce que justement, avec ces systèmes qui prennent une place indiscutable et essentielle dans le fonctionnement d'un système de transport, est-ce qu'on ne crée pas de nouvelles fragilités finalement en chaîne, les unes par rapport aux autres? Quand vous faites une course de relais, vous avez envie de dire que celui qui a pris le relais en dernier, si jamais il ne franchit pas la ligne exactement au millième de seconde où vous l'aviez imaginé, c'est de sa faute. Ben non, c'est pas vrai. C'est pour ça que je commence par dire que je n'aime pas, nous n'aimons pas, à la SGP, incriminer ou mettre en exergue un des maillons de la chaîne. Il se trouve qu'effectivement, les systèmes, c'est le dernier maillon de la chaîne. Cela dit, il y en aura d'autres après. Il va falloir qu'on obtienne des autorisations administratives, qu'on fasse un transfert en gestion à IDFM, que l'on s'accorde évidemment. On a déjà commencé avec nos gestionnaires d'infra et avec les opérateurs. Donc, on aura d'autres acteurs après. Mais celui qui est visible aujourd'hui, c'est les systèmes. Je ne parle pas non plus de fragilité, je parle de défi. Donc oui, le défi que nous avons aujourd'hui, c'est celui de réaliser l'extraordinaire ambition d'un système entièrement nouveau. Je le rappelle quand même, la ligne 15, dont la 15 Sud est le premier tronçon, c'est 75 km en circulaire, automatique, sans conducteur, piloté depuis un poste de commande centralisé où une vingtaine de personnes feront voyager des millions d'habitants. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Donc évidemment, le défi est immense. Alors pour les lignes 15 Est et 15 Ouest, justement, qui composeront ce réseau circulaire, la SGP a choisi de passer par la voie de la conception-réalisation. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est justement pour mieux tenir les délais, pour assurer une cohérence d'ensemble de ces tronçons? Beaucoup de raisons ont justifié ce choix qui a été fait en 2019-2020. Ce que je veux d'abord dire, c'est que nous constatons aujourd'hui, on l'anticipait, mais c'est toujours mieux de le constater, que ce choix était judicieux. C'est-à-dire que, tout d'abord, nous avons conclu nos contrats de conception-réalisation au niveau financier où nous souhaitions le faire, ce qui n'est quand même pas si fréquent sur des marchés de cette ampleur. Avec pas toujours beaucoup de concurrence. En tout cas, il y en a eu suffisamment, et elle a suffisamment bien fonctionné pour que nous arrivions à nos objectifs de coût à l'achat. Ensuite, ce que nous observons aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus tout à fait au premier pas, mais les premiers mètres, voire les premières centaines de mètres parcourus par nos concepteurs-réalisateurs remplissent les promesses qu'on en attendait. Donc effectivement, c'est un mode contractuel différent qui nous permet d'ailleurs à nous aussi de nous confronter à une autre approche tout à fait intéressante de la maîtrise d'ouvrage, de sa place et de son rôle. Le constat que je fais, c'est que les 4 concepteurs et les 4 groupements de conception-réalisation que nous avons désignés sont en ligne, travaillent d'arrache-pied, et qu'effectivement, tous les gains qu'on peut avoir avec la conception-réalisation, à commencer par l'intégration de la maîtrise d'œuvre, semblent à ce stade remplir les promesses et les
progrès que nous en attendions. Alors, un réseau de transport se compose de tunnels, de viaducs, de systèmes aussi, on vient de le dire, mais aussi de gares. Celle de Villejuif, Gustave Roussy, donc, qui a été conçue par Dominique Perrault, et celle de Saint-Denis-Pleyel ont ouvert récemment. Comment définiriez-vous une gare du XXIe siècle? Quelle fonction lui attribueriez-vous? Avant peut-être de parler de ces fonctions, je veux insister sur une chose qui irrigue le projet du Grand Paris Express, c'est que ces gares vont illustrer l'excellence architecturale en matière fonctionnelle du XXIe siècle. Nous aimons bien l'idée que, comme ça se fait par exemple à Stockholm, il ne sera pas absurde de venir en quelque sorte visiter les gares du Grand Paris Express, pas simplement pour se déplacer d'un point à un autre. Nous avons les plus grands architectes du monde qui interviennent sur chacune des 68 gares du Grand Paris Express. Et par ailleurs, à l'intérieur de celle-ci, nous aurons une série d'œuvres d'art qui, là aussi, fera une sorte d'exposition gratuite sur l'ensemble du territoire francilien et dont je suis persuadé que, comme je l'ai dit, ça existe dans d'autres cas dans le monde, les gens viendront le voir. Et qu'est-ce que ça apporte d'avoir un Dominique Perrault, un Ken Gokuma qui interviennent sur des gares, sur vos gares justement? Ça apporte un souffle, ça apporte pas seulement un label, pas seulement une marque. C'est beau. C'est ma première réponse. C'est beau. C'est beau et évidemment, c'est fonctionnellement intelligent. Vous m'interrogiez sur quelle est la caractéristique d'une gare moderne. On peut dire plein de choses, y compris sur sa fonction dans le territoire. C'est sans doute ça le plus important. Mais je souligne un point pour commencer. Une gare du XXIe siècle est lumineuse. Celle de Dominique Perrault, elle va, je crois, à 37-38 mètres sous le sol. À 38 mètres sous le sol, vous avez des quais qui bénéficient de la lumière naturelle. C'est à l'évidence un exploit. Dominique Perrault, j'ai eu l'occasion souvent d'en parler avec lui, est fasciné par la question du sous-sol et par la manière dont nous pouvons envisager d'en faire quelque chose de fonctionnel, d'habitable presque, en tout cas d'utilisable pour nos activités humaines dans des bonnes conditions. Vous le constaterez, sur les gares du Grand Paris Express, le parti pris de la lumière naturelle, ça n'a l'air de rien. Mais c'est un parti pris extraordinaire. Et ensuite, à nouveau, dans votre question, il y a celle de la fonction qu'occupe une gare aujourd'hui. C'est un sujet gigantesque et qui mérite qu'on l'évoque beaucoup plus longuement à coup sûr. Nous entendons bien, et c'est ce que le projet a souhaité depuis la loi de 2010 d'ailleurs, qui crée le Grand Paris Express, faire que nous n'avons pas simplement un bâtiment qui abrite un métro qui a roulé dans un tunnel. Non, c'est un lieu de vie, c'est une centralité comme disent les urbanistes, c'est un nouveau quartier, c'est de nouvelles hypothèses de développement de la ville et de la vie des gens. Alors justement, c'est l'irruption d'une gare telle que celle du Grand Paris Express avec un réseau de transport de masse dans un quartier transforme nécessairement le quartier alentour, évidemment. Comment la SGP, comment vous avez travaillé avec les maires franciliens pour aménager, pour concevoir, pour participer ensemble à la réinvention de ces quartiers? Avec un niveau d'intensité dans la relation, dont je ne vais pas vous dire que je ne l'ai pas connu jadis, mais qui est extrêmement élevé. Partons de choses très simples. Qui est le responsable légitimement élu dans une démocratie représentative pour savoir ce qui doit être fait de tel ou tel quartier de sa commune? Qui a la maîtrise de la cohérence de ceci avec l'évolution de son territoire? C'est d'abord l'élu. C'est d'ailleurs lui qui, au passage, va délivrer les permis de construire. Il n'est pas imaginable une seconde que nous agissions sans une étroite concertation avec l'élu. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la première question qu'on pose. Et ensuite, bien évidemment, nous apportons un système de transport, nous apportons une gare dont j'ai donné les caractéristiques, nous apportons des œuvres d'art, nous apportons une technicité aussi sur les sujets d'immobilier, d'aménagement et d'urbanisme. Nous la mettons au service d'un projet collectif. Et enfin, comment ne pas le souligner, nous sommes un établissement public national qui agit pour le compte de l'État, qui finance le Grand Paris Express, qui a lui aussi des préconisations à apporter sur ce qu'il est nécessaire de faire à une échelle plus large, une échelle nationale, pardon. La loi de 2010, là aussi, le disait. Le Grand Paris, c'est un projet urbain, social, économique, qui s'appuie sur une armature de transport. S'il n'est pas l'occasion de transformer la ville, de l'améliorer, de transformer l'aménagement de toute cette région, nous aurons raté. Alors la SGP, justement, entend parfois jouer les promoteurs immobiliers, ou plutôt les copromoteurs. Pourquoi cette immixtion dans un métier qui, a priori, est un peu éloigné du vôtre? Là encore, partons d'un constat très simple. Pour fabriquer nos gares et notre métro, nous achetons du foncier. Nous l'achetons d'ailleurs avec de l'argent public. Une fois qu'on a terminé notre gare, il nous reste une partie de ce foncier. Et d'ailleurs, il reste des espaces disponibles au-dessus de la gare.
il est assez logique que nous souhaitions utiliser ce foncier pour y développer non seulement quelque chose qui va permettre de restituer à l'argent public qui l'a acquis la valeur qui y a été mise, mais aussi qui remplisse les objectifs. Vous évoquiez la fonction d'une gare. Elle est de développer un quartier, de la vie, de l'habitat, du logement, de l'activité autour. Nous y participons d'abord parce que nous sommes un propriétaire foncier. Ensuite, dans les très bonnes intuitions de ceux qui ont créé la SGP en 2010-2011, il y avait l'idée que pour avoir une maîtrise d'ouvrage qui soit efficace, il fallait la doter de tout ce dont elle pouvait avoir besoin pour réaliser ses ambitions. Cette partie immobilière en fait partie, pour les raisons que j'ai dites. Nous sommes un propriétaire foncier, mais aussi parce qu'on ne fait pas que fabriquer un métro qui roule dans un tunnel. Nous participons à l'aménagement du territoire francilien. Alors, puisqu'on parle d'immobilier et de ces quartiers de gare, ces quartiers se développent, se construisent au moment où la France traverse une période difficile pour l'immobilier, pour la construction neuve. Est-ce que la crise du logement, est-ce que la crise du tertiaire aussi, percutait un peu vos plans justement au moment de l'aménagement de ces quartiers? C'est aussi là que notre modèle SGP est utile. Nous ne sommes pas en réalité un promoteur immobilier. Ça n'est pas notre première activité. Nous le faisons avec un immense sérieux et une grande collaboration avec tous nos partenaires. Mais encore une fois, ça n'est pas le cœur de notre mission, même si ça en fait partie. Ça veut dire que nous avons la capacité à adapter nos programmes en fonction de l'évolution de la conjoncture et à le faire avec une pression immédiate qui est sans doute moindre que celle qu'aurait un promoteur immobilier qui a acquis un terrain et qui a besoin rapidement d'en assurer la rentabilité. Nous ne sommes pas exactement dans cette situation. Et quand on y rajoute le fait que pour développer des programmes qui mélangent à la fois ce souci de rentabilité ou de bon usage des fonds publics qu'on a utilisés pour les acquérir, mais également les objectifs de politique publique que l'État nous demande de mettre en œuvre, eh bien ça veut dire que nous avons par définition besoin d'adapter régulièrement nos programmes à la conjoncture, à ce qu'il est nécessaire de faire, à la meilleure manière de le faire. La loi du Grand Paris vient de fêter ses 15 ans. Elle était ambitieuse dans son projet et dans la mission qu'elle confie à la SGP. Trouverait-on aujourd'hui, selon vous, le souffle pour de telles ambitions? Il se trouve que le 27 décembre 2023 a été promulguée la loi sur les services express métropolitains. Je veux évidemment croire que c'est un souffle nouveau pour faire en province ce qui a été imaginé en Île-de-France. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'on attend de ces services express régionaux métropolitains? L'autre manière de le dire, c'est la mobilité longue du quotidien. On a également parlé de RER métropolitain. Finalement, c'est assez simple. Chacun qui se déplace ou qui habite dans les grandes métropoles provinciales françaises constate, ce qu'on constate aussi, mais sous une autre forme en Île-de-France, l'embolie des systèmes de transport traditionnels entre les zones suburbaines et les cœurs de métropole, les problèmes environnementaux énormes et de santé publique que cela pose, l'enclavement de certaines parties des territoires métropolitains que cela occasionne, les difficultés sans nombre que cela suscite dans tout un tas de domaines. Bref, le besoin est absolument évident de développer du transport en commun dans des zones qui, aujourd'hui, en ont extrêmement besoin. Et en 2 mots, il s'agit là encore de voir comment, sur ce sujet du transport, ô combien important, améliorer la vie des gens. Leur permettre de se déplacer de leur domicile vers le travail dans des conditions bien meilleures, de répondre à leurs besoins en matière culturelle, de santé, de vie tout court, grâce à un réseau de transport qui soit mieux adapté. Alors dans cette nouvelle mission concernant les Serm, votre rôle, celui de la SGP, n'est plus celui de maître d'ouvrage, en tout cas de manière plus marginale peut-être, mais dans les métropoles régionales, vous serez amené à travailler avec SNCF Réseau, avec les collectivités territoriales aussi. C'est une manière très différente de mener des projets. Comment vous vous préparez à cette nouvelle méthode? On s'y prépare déjà en y travaillant au moment où on vous parle. Nous avons d'ores et déjà commencé d'avancer, et dans certains cas de manière assez approfondie, sur cette nouvelle méthode et cette nouvelle manière de travailler. Vous l'avez dit, il y a de nombreux maîtres d'ouvrage concernés par des projets dont une des premières caractéristiques est d'être multimodaux. On va trouver
des besoins en matière de car express, de transport en site propre, de vélo, d'aménagement local du territoire, évidemment de métro, etc., etc. Donc tout ça, ça signifie des modes différents, des maîtrises d'ouvrage différentes. Donc pour faire ça, la première chose à faire, c'est d'être capable d'orchestrer ou de participer à l'orchestration d'un collectif. Donc c'est sans doute différent de ce qu'on fait sur le Grand Paris Express. Il y a aussi des similarités qui vont évidemment nous être utiles, je dirais même précieuses, et qu'on mettra au service des collectivités qui le souhaiteront sur l'autorisation de l'État. Donc votre rôle est principalement une question de coordination. C'est aussi, j'imagine, une question, là encore, de tenir les délais, les calendriers, parce qu'on imagine bien que les Serm, tels que vous les avez présentés, ce n'est pas une ligne des métros qui, un jour, ouvre au public et qui fonctionne. C'est tout un dispositif avec des pistes cyclables, des cars express, des trains, des métros peut-être. Ça ne s'ouvrira pas du jour au lendemain. Du coup, il y aura une progressivité dans la montée en charge de ces Serm. Vous avez tout à fait raison de souligner ce point, et c'est un des enjeux de la coordination d'ensemble des services express régionaux métropolitains. On va très certainement avoir d'ailleurs des tâches de maîtrise d'ouvrage directe, mais d'autres les auront également, mais sur des objets qui vont être des objets de transport lourd, comme on dit, et donc chers, et difficiles à faire, et dont il faudra assurer l'efficacité et l'utilité en veillant à ce qu'ils soient accompagnés de la multimodalité sans lesquelles ils seront moins utiles. Moi, j'ai coutume de dire qu'un transport public est toujours multimodal. Ça n'arrive jamais que vous ayez à la sortie de votre chambre un métro qui vous amène à l'entrée de votre travail. Il va falloir marcher à pied, peut-être prendre un vélo, peut-être un bus, peut-être du covoiturage, peut-être autre chose. Donc ça veut dire qu'un transport public qui fonctionne est un transport public auquel on peut accéder et qui est multimodal. Pour faire en sorte que celui-ci soit utile, et pour faire en sorte en particulier que ce qu'on appelle le choc d'offres, c'est-à-dire le fait que ce n'est pas tout à fait du jour au lendemain, mais allez, à la rentrée prochaine, je vais pouvoir amener mes enfants à l'école de musique grâce à une ligne de car qui n'existe pas, je vais pouvoir prendre mon vélo et le garer dans de bonnes conditions avec le même billet dans ma petite gare intercité qui m'amène à la gare centre, qui elle-même va être cadencée pour m'emmener à mon boulot qui est un tout petit peu plus loin grâce à un métro. Pour faire ça, ça veut dire qu'avec les seuls exemples que je viens d'évoquer, et il y en a 250 autres, je vais devoir avoir coordonné, là aussi, peut-être 40, 50 maîtrises d'ouvrage différentes. Si ça n'arrive pas dans un délai suffisamment ramassé pour que je me dise finalement, j'abandonne ma deuxième voiture parce que je vais pouvoir faire 60% de mes déplacements dans de bonnes conditions autrement. Si tout n'arrive pas dans un délai suffisamment ramassé, vous allez avoir fabriqué votre nouvelle ligne de métro qui va avoir coûté des centaines de millions d'euros et elle sera moins utilisée qu'elle ne le pourrait. Donc cette problématique de l'orchestration qui fait que, on ne va pas dire tout le monde arrive exactement en même temps au même endroit, mais qui fait que le choc d'offres est rendu possible par la crédibilité de tout ce que vous avez mis en place, elle est très importante dans ce travail de coordination et d'orchestration. Vous voulez que la réalité quotidienne change assez rapidement pour que les habitants s'en rendent compte et puissent changer leurs habitudes. Il faudra, pour réussir, et toutes les collectivités avec lesquelles nous travaillons nous le disent et le savent très bien, il faudra que nous ayons deux choses. Un projet de service qui, à terme, permet effectivement ce choc d'offres et cette prise de conscience que finalement, je n'ai pas besoin de ma voiture. D'abord, c'est fatigant, c'est stressant, ça pollue, je mets un temps fou, je passe par une autoroute embolisée. Je n'ai pas besoin de ma voiture parce que j'ai un moyen de faire ce que j'ai envie de faire qui est efficace, fiable, confortable, sécurisé. Est-ce que ce choc d'offres peut être mené dans 10, 15, 20, 25 métropoles simultanément? Ou est-ce que vous allez, vous, en tant que coordinateur national, je veux dire, échelonner les différents Serm? À votre première question, ma réponse est oui, bien entendu. C'était frappant de voir, juste avant et puis après la promulgation de la loi, combien un engouement énorme s'est élevé parmi les grandes collectivités françaises, enfin je dis les grandes, mais toutes finalement, toutes celles qui sont à l'intérieur d'un cadre métropolitain et même jusqu'à assez loin, pour dire oui, nos concitoyens passent leur temps à nous dire que dans les enjeux majeurs qui les préoccupent au quotidien, le transport est sur le podium. Le transport, le logement et la crèche des enfants, me disait il n'y a pas encore longtemps un élu. Donc oui, il y a un engouement qui est extrêmement important. Bien entendu, c'est du sur-mesure.
Nous participons déjà au CERM de Clermont-Ferrand, celui de Saint-Étienne, celui de Chambéry, et dans le même temps, celui de Lille, celui de Toulouse, celui de Lyon, celui de Mulhouse, celui de Grenoble ou celui de Strasbourg. Il va de soi que ce ne sont pas les mêmes dimensions, ce ne sont pas les mêmes sujets, ce ne sera pas le même coût, mais à coup sûr, le besoin de coordination, le besoin d'inventivité, le besoin de solutions nouvelles, par exemple billettiques, même sur un CERM entre guillemets de taille réduite et ne nécessitant pas des investissements lourds, l'amélioration de votre capacité à passer d'un mode à l'autre avec des systèmes qui sont bien coordonnés et qui, encore une fois, par exemple, via la billettique, vous permettent quelque chose de très pratique. Vous aurez réservé votre vélo et en même temps, vous aurez votre ticket de Transilien, etc., etc. C'est majeur et ça va améliorer la vie des gens. Je crois que le projet le plus avancé, c'est la liaison entre Lille et le Bassin-Minier. En tout cas, c'est le premier que vous avez pris en charge. Où en êtes-vous et est-ce que vous y avez déjà tiré des enseignements ? On a un certain nombre de projets qui sont effectivement déjà avancés. Donc, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de non pas mettre ça dans un cadre prédéfini pour passer l'intégralité des projets au lead procus de la bureaucratie, mais au contraire d'essayer de faciliter ces projets-là avec cette coordination. Donc oui, pour prendre l'exemple du CERM Hauts-de-France, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, Ok. qui a comme axe central la desserte du bassin minier, mais pas seulement. Oui, bien sûr, on a déjà commencé. On a déjà commencé et les enseignements sont déjà nombreux. Je vous parlais de la SGP comme machine à faire du retour d'expérience. Ça vaut bien évidemment pour notre expérience sur les CERM. Et on commence à en accumuler. C'est passionnant, c'est utile et on va s'en servir. Alors le débat sur le financement des infrastructures de mobilité a mis en lumière la question des PPP, qui reviennent un peu sur le devant de la scène. Le Grand Paris Express, lui, avait été financé par une taxe dédiée et par l'emprunt. Quel modèle de financement imaginez-vous pour les CERM ? Il n'y en a pas un modèle de financement, il y en aura plusieurs. Et il ne faut rien écarter. Vous évoquez les PPP, je pense qu'aucune piste de financement ne doit être écartée. Je vous fais part quand même de une ou deux convictions au regard de ce qu'est notre expérience sur le Grand Paris Express et de ce qu'on commence à voir en discutant avec nos partenaires sur les services express régionaux métropolitains. Première conviction, je vous parlais de choc d'offres. Ça veut dire aussi que sur des projets, même sans qu'ils soient nécessairement d'une énorme ambition, vous pouvez avoir des moments où financièrement vous avez besoin de franchir une bosse de financement. On le sait parfaitement pour le Grand Paris Express. Si nous n'avions pas eu la capacité d'emprunt, nous n'aurions pas pu franchir les bosses de financement que nous sommes en train de franchir depuis 2023 et jusqu'à encore quelques années. Nous dépensons aujourd'hui très significativement plus que les recettes annuelles dont nous disposons. Si nous n'avions pas emprunté, nous ne pourrions pas le faire. En d'autres termes, ce que nous allons faire, je parle juste de la partie travaux, en une quinzaine d'années, aurait nécessité entre 70 et 80 ans. Donc c'est évidemment, techniquement, financièrement, indispensable de pouvoir passer ces bosses-là. Donc première conviction, pas partout, mais dans certains cas, notamment dans les cas les plus coûteux, il y a besoin de cette capacité-là pour pouvoir franchir les bosses de financement. Et ensuite, deuxième avis personnel, je crois qu'il faut toujours mettre les questions de financement après les questions de qualité du projet. Je suis convaincu qu'un projet qui est bon, qui améliore les choses, eh bien, est un projet qui doit pouvoir être financé. N'oublions jamais une chose, à nouveau très simple, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement parce que c'est, le mot n'est pas grossier, rentable. Parce que les territoires vont en bénéficier. Donc je crois fondamentalement que ce qu'on doit faire quand on réfléchit au financement de ces services, c'est réfléchir à la manière la plus intelligente de récupérer en quelque sorte la valeur qui a été ajoutée par le projet lui-même. Ça s'appelle un investissement. Quand vous êtes un entrepreneur privé, vous investissez dans une nouvelle machine parce qu'elle va vous faire gagner de l'argent qui vous permettra de la rembourser. C'est un peu le principe de la dette. C'est vraiment le modèle de la SGP. Mais ça ne peut pas être financé que par les recettes des tickets de métro qui seront vendus a posteriori. Certainement pas. Voilà. Ça financera plutôt l'exploitation. Voilà, exactement. Mais pensez à une chose. On a évoqué des questions urbaines ou d'aménagement. Le service express nouveau que vous allez mettre en place, il a vocation à améliorer la desserte de
une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, tout un tas de territoires autour de la métropole. Le foncier de ces territoires va naturellement prendre de la valeur. Cette valeur aura été, au moins en partie, créée par la puissance publique, les collectivités, l'État, qui l'auront financée. Il me paraît à la fois sain, logique et raisonnable de considérer qu'une partie de cette valeur doit servir à rembourser le service qui a permis de la générer. Alors du Grand Paris Express au SERM, les missions de la SGP évoluent, mais le sujet reste le même, le transport collectif et, si possible, décarboné. L'un des objectifs est en effet d'apporter une alternative fiable à la voiture, vous l'avez exprimé tout à l'heure. Que pensez-vous des retours en arrière sur le sujet des ZFE, des zones à faible émission? Plus de voitures dans les villes, c'est moins de monde dans les métros. La démarche dans laquelle nous sommes, à la fois sur le Grand Paris Express et sur les services express régionaux métropolitains, est de proposer des solutions. La SGP se considère comme une maîtrise d'ouvrage qui rend possible l'émergence de solutions qui facilitent la vie des gens. Donc moi, je me place dans cette perspective-là. Comment est-ce qu'on fait en sorte de rendre tout ça possible? Comment est-ce qu'on montre à tout un chacun que non, il n'est pas condamné à devoir rester dans une voiture qu'au final, il préférerait abandonner pour toutes les raisons que je disais tout à l'heure. C'est compliqué, ça coûte cher, l'essence augmente et ça prend du temps. La donne change, et elle change intégralement dès lors que cette même personne peut se dire « ça tombe bien, j'ai une autre solution ». C'est ça que nous voulons rendre possible. C'est par l'alternative, finalement, que les comportements changeront. Absolument, c'est notre conviction. Alors pour terminer, j'aimerais vous poser une question plus personnelle. Avant d'arriver à la tête de la SGP, vous avez fait carrière dans la haute administration, Cour des comptes, cabinet ministériel. Vous occupez aujourd'hui une fonction éminemment opérationnelle à la tête d'une structure qui est elle-même les mains dans le projet. C'est une satisfaction personnelle de voir ces actions avoir un impact concret sur la vie des gens? Alors je ne vais pas me laisser aller à vous dire que tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'a servi strictement à rien. Ensuite, il est quand même vrai qu'une partie de ma réponse est dans votre question. C'est évidemment enthousiasmant que de se dire que chacun à sa mesure, mais une partie de l'action que nous menons ici va permettre un jour à des gens de vivre mieux, que ce soit sur le Grand Paris Express ou demain sur les SERM. Mais je vais vous dire, puisque votre question est personnelle, jusqu'ici, ce que je retire de cette expérience, c'est probablement peut-être même pas ça. C'est le fait de faire travailler un collectif, celui de la SGP, en vue d'un projet enthousiasmant. Et c'est cet aspect-là qui donne une motivation qui est inimaginable, franchement. Moi, je vois les gens qui travaillent ici à la SGP, je vois l'engagement qu'ils y mettent, je vois la conviction qui les porte pour venir travailler sur des solutions techniques, discuter sur des questions juridiques, améliorer les choses du point de vue environnemental, inventer de nouvelles manières de se coordonner avec les collectivités, etc., etc. Et pouvoir être à l'animation avec les membres du directoire, dans ce collectif déjà qui est le directoire de la SGP, à l'animation de tout cet ensemble, avec l'engagement de tous ceux qui nous portent, j'ai du mal à le qualifier tellement c'est enthousiasmant. Dans un précédent épisode de ce podcast, Xavier Huillard, qui était alors PDG de Vinci, prenait en exemple le modèle de la SGP, une entreprise entièrement tournée vers un projet, pour imaginer comment pourrait être mené à bien le programme des nouveaux réacteurs nucléaires en France. C'est un modèle qui est assez unique jusqu'à présent. La Solideo était un petit peu sur le même modèle aussi. Peut-il, selon vous, faire des petits sur d'autres types de projets? Les SERM? Au-delà des SERM. Non, mais c'est bien évidemment cette démarche, et je me souviens d'avoir eu cette même conversation avec Xavier Huillard, qui avait eu la gentillesse de me dire la même chose, c'était évidemment flatteur. C'est bien cette démarche qui nous a conduit à accompagner, à la suite du législateur qui l'a souhaité, le mouvement d'évolution de la Société du Grand Paris en Société des Grands Projets. C'est bien parce que nous pensons que le modèle que nous portons, et qu'encore une fois, tous les collaborateurs de la SGP ont construit au fil du temps, au cours de ces 15 années que nous avons passées à la SGP, que oui, effectivement, il faut essayer de le disséminer, de le reproduire, sans jamais le faire à l'identique, qu'il faudra toujours adapter. Donc moi, je suis absolument convaincu que c'est un modèle qui est extrêmement intéressant. Il faut forcément l'adapter, mais depuis ces quelques années que j'ai passées à la tête de la SGP, je ressens vraiment quelque chose qui, pour moi, je reste personnel puisque vous m'y avez invité, est important, c'est que encore aujourd'hui, une action publique est possible. Nous pouvons encore faire quelque chose. L'exemple de la SGP est frappant pour ça.
Merci beaucoup Jean-François Montel. Merci à vous. Beaucoup de m'avoir reçu pour évoquer les grands projets de la SGP, le Grand Paris Express et les SERM. 2 grands projets qui avancent contre vents et marées, qui structurent le territoire et qui, au bout du compte, vous l'avez dit, changent la vie quotidienne de millions de Français. En jetant un coup d'œil sous votre casque, les auditeurs du Moniteur auront pu, je l'espère, mieux saisir les enjeux de la SGP, cette entreprise unique dans le paysage de la construction. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Chers auditeurs, je vous donne quant à vous rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode de ce feuilleton. D'ici là, gardez votre casque.